Ok, donc Sabine Pigalle est une artiste visuelle privilégiant le médium photographique qui s'inscrit dans la mouvance d'une nouvelle génération qui navigue aux frontières troubles de la réalité et de la fiction. Ça, c'est récupéré de ton site. La bio. Euh, Formation lettres modernes à Paris-Sorbonne. Et donc, ces principaux axes de travail interrogent les mythes, le patrimoine et la notion temporelle, mais aussi la mémoire collective, et se concentrent autour du portrait, traité comme représentation d'archétypes décalés. Alors moi, ce qui m'a intéressé dans le travail de Sabine et ce qui m'a amené à l'inviter ici, c'est que très très tôt, pendant que je construisais donc le Covid-19 Muséum, pendant que je construisais le projet Covid-19 Muséum, j'ai vu petit à petit apparaître sur le web les travaux de Sabine. Et donc, au dernier Paris Photo, je me suis retrouvé justement face aux œuvres de Sabine. Je voyais deux personnes en train d'accrocher ces œuvres. Et je me suis permis de parler avec ces gens qui étaient devant moi et je découvert que en fait la réalisatrice de ces œuvres était juste en train de les accrocher. C'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Sabine et que je lui ai proposé de venir parler au Covid-19 Muséum pour s'intéresser justement à l'effet de la pandémie sur l'art et les artistes et voir un petit peu comment la pandémie a agi. Alors, plusieurs choses. Naturellement, on a tous entendu parler d'annulation de festivals, on a tous entendu parler de créateurs qui ont changé leur interprétation ou leur recherche ou obtenu une créativité différente. Et c'est de ce côté-là que j'aimerais que Sabine, tu interviennes. Voilà. Donc, je te laisse la parole. Je vais laisser un peu Juliette intervenir avec toi au départ et puis je reprendrai la suite après. Ok. Donc en fait, je vais raconter la façon dont tout a commencé. J'ai un travail évidemment qui est montré en galerie, etc. Mais j'ai bien compris qu'aujourd'hui, il faut aussi être très présent sur les réseaux sociaux, etc. et développer une communauté, que c'est devenu quand même quelque chose de vraiment important. Du coup, j'ai créé une page Instagram. J'ai mis un peu de temps avant de le faire parce que j'étais un peu récalcitrante à tout ce qui est réseaux sociaux. Enfin bref. Mais j'ai compris quand même l'utilité et bien m'en pris parce qu'au moment où justement est arrivé le lockdown, on s'est tous retrouvés coincés chez nous, les rendez-vous annulés, toutes les visites d'ateliers finies, tous les projets en suspens, etc. Et j'avoue que c'était quand même un état de sidération complet pour tout le monde. Et moi, je me suis sentie assez oppressée de me retrouver comme ça, sans projet, sans rien et coincée. Et du coup, je me suis dit que s'il y avait un truc intéressant à faire, c'est justement d'utiliser ma présence sur les réseaux sociaux pour documenter un peu ce qui se passait. Et du coup, m'est venue l'idée de créer un journal. Donc, je me suis attelée à faire des choses un peu vite faites, mal faites, mais ce qui m'intéressait, c'était l'idée et je voulais commenter comment dire, l'actualité. Donc, je regardais le journal télévisé à 20 heures et puis le lendemain matin, je faisais une image et je la publiais à midi et c'était un peu mon dessin de presse, en fait. C'est comme ça que j'ai abordé le sujet. Du coup, avant, je passais beaucoup de temps pour réaliser une image. C'était très léché, très soigné. Je pouvais passer 2 mois pour faire quelque chose. Donc, c'était déjà, sur le plan créatif, un assez bon exercice puisque je sortais un peu de ma zone de confort. Il fallait faire des choses très rapides, d'exécution et que ce soit l'idée qui prime quelque part sur la réalisation.
Et c'était donc pour moi vraiment un très bon exercice parce que je me faisais un petit peu violence. Donc, ça a modifié aussi déjà ma manière de faire. Et puis ensuite, donc l'idée, c'était de faire quelque chose qui était quand même en rapport avec ma manière de travailler. Et je travaille beaucoup sur les rapports qu'entretiennent l'art ancien avec l'art contemporain. Je trouve intéressant justement de parler du socle un petit peu de notre biotope artistique. Et donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui nie le passé, bien au contraire, je trouve qu'on est constitué un peu de toute cette somme de strates. Donc, je lis beaucoup mon travail avec l'art ancien, la peinture des maîtres anciens, etc. Et donc, ça me permet d'exprimer à la fois justement la sédimentation temporelle et puis justement faire des allers-retours entre le présent, le passé. Du coup, je me suis servie en fait de peintures que je trouvais sur Internet et qui pouvaient me permettre d'exprimer une idée. Donc, chaque jour, alors je vais vous montrer un peu donc, comment partager l'écran. C'est là où ça va être fait. Je vais y arriver. Attends, j'autorise le partage pour tous. Ah oui. Ouais. Hop. Bon, à partir de maintenant, tout le monde peut partager. Hop, mais on va laisser Sabine partager son écran. Alors, là. J'ai une question, Sabine. Voilà. Oui, ouais. Tu viens de nous parler d'urgence. Et pour toi, quand tu t'es mis à changer, enfin à réagir par rapport à la pandémie, cette notion d'urgence était liée à quoi? Elle était liée au fait qu'il y avait du danger ou elle était liée au fait que tu pensais que la pandémie allait être courte et que tu voulais profiter de la période? J'ai jamais pensé une seconde que ça serait court. Parce que j'ai surtout tout de suite lu un peu toutes les choses qui concernaient l'épidémie de grippe espagnole. Et je me suis rendu compte qu'il y avait eu plusieurs vagues, que ça avait duré plusieurs années, qu'il y avait eu d'abord une vague courte, pas très forte, etc. Donc je me suis dit, bon, on est parti pour 5 ans. Ça, c'était déjà ma première analyse personnelle. Hein. Je ne suis pas du tout scientifique, mais je l'ai ressenti comme ça. Et je me suis dit que forcément, il fallait trouver des solutions et puis apprendre une autre manière de communiquer et de travailler. Et en fait, moi, j'ai vraiment privilégié les réseaux sociaux pour garder le contact. Donc, c'était assez paradoxal parce que sur le plan physique, je voyais personne, d'autant que j'étais en plus à la campagne. Donc, je voyais strictement personne, mais j'ai eu accès à énormément de monde via la plateforme Instagram, où mon audience a grandi de 50 000 personnes en à peine 6 mois, quoi. C'était fou. Et donc, j'ai communiqué avec plein de gens du monde entier, parce que je pense aussi que le fait d'avoir utilisé des tableaux anciens, etc., ça avait vraiment une portée universelle, dans le sens où tout le monde se sentait concerné, tout le monde pouvait reconnaître et partager justement des images que implicitement on connaît tous. Donc moi, je travaille aussi beaucoup là-dessus, je travaille sur la mémoire collective. Donc ce processus d'identification, il a créé du lien. Et moi, ça m'a permis d'aborder cette période difficile finalement avec, je dirais pas une certaine légèreté, mais d'y trouver en tout cas un peu de réconfort et puis surtout de me rendre compte aussi que ce que je faisais, primo, me faisait du bien à moi, parce que ça me permettait de rire et puis de trouver un peu de résilience par rapport à la situation anxiogène. Et puis aussi, je me rendais compte que ça faisait du bien aux autres, puisque ça a provoqué le rire chez plein de gens. Et je pense aussi que le rire en art, il est super important dans la mesure où ça permet de prendre du recul et ça fait catharsis en fait. D'accord. Merci pour cette réponse. Bon, je te laisse continuer. Bon, alors, donc là, je suis en train de vous montrer ce que j'ai appelé my Corona Diary. Donc, c'était mon journal de bord. Alors ça, par exemple, voilà, c'est un des premiers posts que j'ai publié qui s'appelle Face the Fact.
genre regarder les choses en face, parce qu'on était encore quand même beaucoup dans le déni, des gens qui disaient oui, une petite grippette, pourquoi on enferme les gens, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et donc, évidemment, j'ai mélangé un gladiateur. Je trouvais que c'était intéressant de montrer moitié Rembrandt, moitié gladiateur, et puis aussi avec dignité, quoi. Et puis donc, c'était un engagement à ne pas être dans le déni de cette pandémie. Bon, je vous montre quelques exemples. Ça, c'était, par exemple, quand Donald Trump a fait la déclaration comme quoi il fallait peut-être boire du Lysol pour se désinfecter la gorge. Et puis, malheureusement, il y a des gens qui l'ont fait, puisqu'ils prenaient tout à fait au pied de la lettre les prescriptions du docteur Trump. Et donc là, j'ai fait un cocktail avec du Lysol, la croix, etc., façon hollandaise. Bon, voilà, ça, c'était un peu ça, mes dessins de presse, entre guillemets, ce que j'appelle mes dessins de presse. Ça, par exemple, c'était quand le prince Charles a été testé positif au Covid. Donc là, je proposais une alternative pour faire des visites, donc avec un périscope, pour pouvoir quand même garder un lien avec l'extérieur. Donc c'était un conseil vestimentaire pour le prince Charles. Quand tu, Pardon? la notion de lien vers l'extérieur revient souvent depuis Oui, tout à oui. l'heure. Tu es une personne qui, parce que ça c'est important pour que les gens comprennent, tu es une personne dont, en termes professionnels qui interagit beaucoup ou tu es plutôt une artiste qui vit recluse au fin fond de sa campagne Les au deux, cours de l'année? les deux. C'est paradoxal. Et c'est les deux qui se coupent sur des périodes très marquées ou au contraire tu fais une alternative semaine après semaine? Disons que en temps de pandémie, il n'y avait pas d'alternative Non, possible. ça d'accord, mais Après, dans la vie normale, j'ai tendance quand même à avoir besoin de m'isoler pour travailler, puisque moi, j'arrive pas, enfin, je pense comme beaucoup d'artistes, à travailler dans un moulinement permanent, quoi. C'est pas possible. Il faut pouvoir s'extraire. Mais je trouve que quelque part, justement, les réseaux sociaux, ça paraît très artificiel. J'étais plutôt hostile au phénomène, puisque je trouve que généralement, c'est mal utilisé. Mais justement, utilisé à bon escient, c'est un véritable outil de communication qui permet d'être en lien sans toutefois subir justement trop d'interférences. ok. C'est paradoxal, j'avoue. Oui, oui, c'est grosso modo, on entend bien que un truc qui te faisait peur avant et que tu appréciais pas est devenu d'une certaine manière un outil de communication. Oui, c'est surtout, je l'appréciais pas parce que je m'en faisais une idée débile. C'est comme Zoom. Pour moi, j'aimais pas tellement l'idée de Zoom parce qu'il y avait les apéros Zoom et je trouvais ça grotesque. Donc voilà, c'est juste finalement l'utilisation qu'on fait des choses. Il n'y a pas de mauvais outils, il y a juste des mauvaises utilisations. Ah oui, j'ai oublié de dire que si tu étais en Zoom aujourd'hui, c'est parce que tu étais à la Biennale de Venise, non? Mhm, ouais. Voilà. Bon, vas-y, je te laisse continuer, excuse-moi. Bon, ben là, par exemple, tout le monde peut voir le Wuhan Gate. Donc, c'était un peu les suspicions de cette idée de provenance, mais c'était comme un secret d'État, puisqu'évidemment, la Chine nie toute implication dans l'origine accidentelle du virus qui se serait échappé du fameux laboratoire de Wuhan qui se penche sur l'étude des chauves-souris. Donc voilà, je reprenais un peu l'histoire des écoutes du Watergate qui avait déclenché le fameux scandale. Et puis là, c'était un peu remis à l'aune du laboratoire de Wuhan, donc avec effectivement la Chine qui fait barrage à l'information et qui cache et qui ment et qui a des secrets. Voilà. Donc, bon, après, c'est mon interprétation, hein, mais bon, ça, c'est plus léger. C'était quand on parlait des régimes, la façon dont tout le monde s'empiffrait de gâteaux et voilà. Donc là, c'est plus dilettante. Mais c'est la diète du confinement.
ça, c'était pour aller voter. Il y avait une controverse au moment où tout le monde devait aller voter malgré la pandémie, mais on n'avait pas de masque, on n'avait rien du tout, donc tous aux urnes. Mais j'ai remplacé l'urne par une urne funéraire, bien sûr, etc., etc. Donc voilà, ça c'était un peu donc ma manière de gérer le confinement. Donc au début, j'ai fait ça primo parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Et puis, parce que ça me soulageait aussi, je ne sais pas, il y avait un effet où au fur et à mesure que je faisais ça, ça me libérait, je riais en créant des situations un peu grotesques et tout ça, mais c'est parce que aussi je trouvais qu'on était tous enfermés dans une situation complètement absurde. Donc c'est l'absurdité de cette situation qui m'a servi finalement comme point de départ et motif à transformer justement l'absurdité en quelque chose qui au moins pouvait être libéré par le rire. Mais c'est absurde, mais ça suit, enfin, ce que tu nous as raconté, ça suit énormément l'actualité, je dirais, Oui, jour après jour de ce qui se passait quand même. tout à fait. Ben, j'essayais de coller à l'actu. En fait, vraiment, c'était primo l'idée d'un journal et puis d'avoir aussi des postures un peu critiques dans l'utilisation qui pouvait être faite. Bon, là, c'était quand il y avait tous les TGV qui étaient affrétés pour transporter les malades. Enfin, on a vu quand même des situations qui étaient extrêmes. Je trouvais fou cette idée des TGV réquisitionnés pour essayer de soulager les hôpitaux. Accessoirement, il n'y a pas que toi qui as trouvé ça fou, hein. C'était Le fou, fait, voilà. le fait de ne pas avoir utilisé les cliniques qui étaient juste à côté des hôpitaux Oui, peut oui, poser mais des questions, par exemple. ouais, ça montre aussi justement la façon dont tout est cloisonné. Voilà, il y a des choses absurdes. Bon, là, c'est évidemment cette idée de se protéger, mais quand même garder un œil ouvert sur l'extérieur. Voilà, donc je pense que moi, j'étais dans une situation un peu ambivalente entre garder le contact et puis se renfermer, évidemment, par la force des choses. Donc, la petite porte des réseaux sociaux t'a permis de garder la communication avec le monde extérieur tout en te protégeant à l'intérieur. C'est ça. Bon, ça, par exemple, c'était le lendemain de la fête, de la fin du confinement. Où ça y est, c'était le retour à n'importe quoi, le grand n'importe quoi des fêtes. On voyait des gens se réunir partout sans masque. Et bon, en même temps, on comprend, hein, parce que c'était Oui. tellement difficile pour tout le monde, mais c'était pas très sécurisé. Bon, je ne sais pas comment c'est à Venise en ce moment, mais N'importe quoi. hier à Paris, c'était blindé, hein. Ouais, mais et à Venise, pareil, et n'importe quoi. Mais bon, on fait ce qu'on peut. Ça, c'était le jour de la fin du lockdown, du premier lockdown. Donc voilà, c'était l'oiseau qui s'échappe de sa cage, enfin libre. Voilà, ça c'était pour Pâques, la bénédiction Urbi et Orbi papale. Mais là, Oui. c'était Urbi et Casa, donc changement de paradigme. En fait, oui, voilà, ce que je peux vraiment dire, moi personnellement, comment j'ai vécu cette histoire de pandémie, c'est que ça a été un vrai changement de paradigme, et dans ma façon de travailler, et dans ma façon de gérer mes rapports avec l'extérieur. Tout en conservant une très très forte ouverture vers le monde de l'actualité en tout cas. Oui, disons que je me suis attelée à Est-ce créer, que ça veut dire à que tu documenter passes, d'une certaine manière. est-ce que ça veut dire que tu passais la moitié de ta journée devant BFM TV ou Non, non, je regardais le journal du soir à 20h, ça me suffisait amplement. C'était déjà tellement anxiogène. Euh, et puis, je passais le plus clair de mon temps à fabriquer des images, en vérité. Quand D'accord. je dis vite fait, mal fait, ça me prenait quand même une journée par image, hein. J'imagine bien, vu la Voilà. qualité. C'était assez remarquable d'ailleurs. Moi, je suivais ça au fur et à mesure. Je dois avouer que c'était quand même quelque chose d'assez impressionnant. Je crois que Juliette a plein de questions pour toi.
Sauf si vous vouliez... Viens par là, parce que si tu ne vas pas parler assez fort. Sabine, merci pour ce que vous venez de dire, qui est très, très, très riche. Il n'y a vraiment pas besoin de vous étayer ni de poser des questions. Je vais donc plutôt proposer une ligne interprétative, si vous voulez bien. Et c'est un des moments très agréables pour quelqu'un qui a une démarche critique, puisque j'ai l'auteur face à moi. Et donc, sentez-vous tout à fait libre de me dire que mon interprétation est erronée ou de la compléter. Je voudrais vous proposer de regarder votre production créatrice en période de Covid sous le signe de la reconnaissance. Est-ce que ce mot vous convient? Reconnaissance par rapport à quoi? Voilà, alors en fait, reconnaissance en plusieurs sens. D'abord, reconnaissance au sens de je vois votre œuvre comme une sorte d'acte de reconnaissance envers les maîtres de la peinture mondiale. Est-ce que cela vous semble le cas? Reconnaissance au sens de gratitude et au sens d'hommage. Oh oui, oui, mais c'est le fondement de mon travail, puisque je lis la peinture et la photographie depuis quelques années déjà. Donc oui, on peut dire aussi hommage. Hommage, voilà, reconnaissance au sens d'hommage. Vous avez aussi dit quelque chose qui suggère une autre acception du mot reconnaissance. Vous avez dit, voilà, j'ai connu à l'occasion du confinement et de mon utilisation des médias une reconnaissance plus grande parce que les gens connaissaient les œuvres, reconnaissaient les œuvres. Oui. Il y avait là quelque chose de l'ordre du patrimoine partagé. Clairement. Voilà, donc une reconnaissance internationale, une reconnaissance au-delà de la diversité des langues et des cultures au travers de ces grandes œuvres. Absolument. Et je pense justement, il y a un processus d'identification. Bon, déjà, le fait de parler de quelque chose qui concernait absolument tout le monde tout autour de la planète faisait qu'il y avait une universalité, effectivement, dans la portée des messages. Et puis, implicitement, le fait que les gens reconnaissent les peintures, en tout cas que ce soit quelque chose qui leur était un peu familier, effectivement, les mettait beaucoup plus à l'aise pour s'engager dans le suivi de l'histoire, quoi. Je dirais aussi, pour aller dans le sens du mot identification que vous avez employé, qu'en fait, on pouvait se reconnaître entre eux. C'est-à-dire que votre travail crée une familiarité qu'on a ou qu'on n'a pas, mais en tout cas augmente ce sentiment de familiarité, d'appropriation. Ils deviennent comme nous avec vos masques, vos montages, vos plaisanteries. Oui, tout à fait. Et tout le monde s'est senti concerné, quoi. Tout le monde se reconnaissait. Ça, par exemple, c'était une blague sur le télétravail. C'était vraiment, je pense que ça aidait. Alors, il y avait des choses qui se passaient que je trouvais assez jolies, c'est que je recevais des messages en privé de gens en Argentine, enfin dans des pays lointains, auxquels je n'avais même pas idée que je pourrais m'adresser comme ça aussi spontanément, et qui m'écrivaient qu'ils guettaient mes posts chaque jour parce que c'était un moment de rire pour eux et que ça leur faisait beaucoup de bien et qu'ils avaient besoin de ça. Donc, du coup, c'était très réconfortant aussi de savoir que ça servait aussi à quelque chose, non seulement comme document, puisque l'idée quand même, ça a été de documenter dans un premier temps ce qui se passait, mais ça avait une vraie fonction, je dirais, un peu d'art-thérapie, quoi. Oui, je trouve que non seulement vous avez documenté l'actualité avec votre langue à vous, mais je trouve qu'en plus, vous avez fait une sorte d'œuvre pédagogique et thérapeutique, puisque on se reconnaît dans ces œuvres se reconnaissent en nous. En fait, on a l'impression que vous nous dites, voyez, ils ont toujours été là et ils le sont encore. Donc, on va tenir, il y a une permanence des choses, vous réaffirmez une permanence des choses, et en même temps, on voit bien que les choses sont changées, affectées, donc elles font partie du présent. Vous réactualisez. Oui, oui, absolument.
Oui, c'est quelque chose qui fait que on sent, enfin j'ai senti en tout cas envers vous un sentiment de reconnaissance. J'ai l'impression que vous avez donné de l'apaisement et donné, oui, un sentiment de permanence. Hein, de permanence. Il y a aussi autre chose qui est très claire, c'est que chacun pouvant au moins reconnaître une œuvre qu'il a déjà vue, fait que les œuvres qu'il ne connaît pas, que tu détournes, donnent envie d'être consulté. C'est-à-dire, chacun, oui, c'est interpellant. Voilà, chacun peut se dire, elle a une connaissance bien plus large que la mienne, mais qui me donne envie de suivre, puisque effectivement, il y a certaines œuvres que je connais qui m'ont beaucoup plu dans le passé et qu'elle documente aussi. Donc, il y a tout un côté pédagogique qui a été assez impressionnant. Hein. Peut-être. Oui, moi, je ne m'en rends pas compte, mais oui, certainement. Si tu veux, là, si tu regardes ta galerie, par exemple, je suis sûr que même dans la salle ou sur le web, chacun connaît au moins 5 œuvres de cette galerie, enfin les œuvres originales de cette galerie. Oui, celle-là, par exemple. Par exemple, oui, ou Oui, celle que tu as derrière toi aussi. Et à partir de là, le seul fait de mettre en exergue ces images que les gens connaissent donne l'idée, allez regarder les autres, parce que grosso modo, elles sont de la même valeur, en tout cas, quelque chose comme ça. Oui, 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 elles sont plus ou moins connues, mais elles ont la même valeur, absolument. Je voudrais poser une hypothèse sur la rencontre assez énergétique, assez incroyable de votre œuvre avec la situation de Covid, de confinement, etc. Parce qu'il s'est quand même il se passe, à mon avis, quelque chose de très fort. Mon hypothèse, ce serait le rapport entre la reconnaissance, qui justement est un des moteurs de votre travail, à mon avis, et la question que le masque pose de reconnaissance ou non-reconnaissance. Alors ça, c'est super intéressant. Effectivement, ce que je trouvais drôle aussi, enfin bien, dans la mesure où tout le monde était privé de visage, qu'il y avait beaucoup de gens que ça faisait souffrir, etc., ce port du masque. Moi, je trouvais intéressant justement d'encourager l'individualité à travers l'usage du masque. C'est-à-dire, par exemple, enfin, je montre ça, c'est bon, la langue de vipère associée à Dante, etc. Mais je trouvais intéressant d'aller cultiver, en vérité, l'individualité au sein du fait qu'on n'avait plus de visage, mais trouver malgré tout une manière de continuer à s'exprimer. Donc, c'est encore une fois très paradoxal et même complètement antinomique, mais ça faisait partie effectivement de l'affirmation qu'on pouvait trouver autrement que par une apparence physique. Ce n'est pas avec le masque qu'on reconnaît moins, c'est avec le masque qu'on reconnaît plus. Oui. Ça fonctionne pour les œuvres, donc on peut se dire que ça fonctionne pour les gens. Voilà. Et là encore, vous êtes thérapeutique et pédagogique. Parce que le rapport à l'art est un rapport ludique où on cherche à reconnaître l'œuvre. Et parce que l'identification fait qu'on se dit « je suis masqué », mais quelque chose perdure en moi et n'est pas caché par ce masque, au contraire. Clairement. Clairement. Ça, par exemple, cette image-là, c'était vraiment… Bon, le port de la perle est obligatoire au lieu du port du masque. Et finalement, restez digne, restez belle. Prenez tout ça avec panache, quoi. C'était vraiment l'idée. Avec la notion centrale de reconnaissance, avec l'omniprésence du masque, de circonstances, mais à mon avis aussi profonde dans votre œuvre, et avec ce jeu de mots que vous avez fait, la mélancolie, je pense qu'on pourrait situer votre œuvre sur le terrain de la tragédie, mais au sens propre. Oui, hein, oui. Ça vous convient? Alors, je crois qu'il y a… J'aime beaucoup. Je pense que c'est effectivement un des sens
profond hein, de votre œuvre, cette résistance à la mélancolie ou au tragique. Et alors la reconnaissance prend un tout autre sens, puisque l'anagnorisis, hein, vous parliez de catharsis, mais l'anagnorisis, c'est la reconnaissance tragique. C'est quand il faut admettre la chose, il faut accepter de savoir ce que l'on sait et en faire quelque chose. Et je trouve que vraiment votre geste créatif est de cet ordre-là. Je note ce terme, je ne le connaissais pas. Anagnorisis, la reconnaissance. Le masque, vous savez, c'est le masque de l'acteur, le masque de Dionysos derrière chaque acteur. Et on a un peu cette impression, en même temps que vous dites quelque chose sur la nature humaine, qui est une nature à la fois permanente, mais masquée et double, avec la nécessité d'une reconnaissance tragique. Et je trouve aussi que vous avez du tragique et de la mélancolie, ce rapport au savoir. Yves a parlé de votre dimension pédagogique. Je trouve que c'est très présent chez vous et ça n'est pas réducteur parce que c'est une générosité, à mon avis, fondamentale, mais il y a aussi un rapport au savoir profond, alors au sens où moi je l'entends, c'est-à-dire un savoir sexuel. Hein, c'est savoir au sens de connaissance. Vous savez, Joseph ne connaissait pas Marie. Il y a quelque chose d'une curiosité sexuelle dans vos tableaux. Je trouve qu'ils ont une charge érotique importante. Vous voyez, je dis vos tableaux, hein, ce sont les vôtres. Est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Je suis assez d'accord. Ça me surprend. Votre interprétation me surprend, mais agréablement. Oui, c'est certainement vrai. En tout cas, j'ai une faim et une curiosité pour connaître. J'avoue que peut-être justement ça vient aussi de la façon dont j'ai commencé mes études, puisque j'étais dans un cursus littéraire et préalablement à toute création, je me documente et je trouve ça pour moi intéressant parce que au fur et à mesure que je fais, j'apprends. Donc, comme je suis complètement autodidacte sur le plan artistique, il a bien fallu commencer quelque part. Donc, ma créativité a été nourrie par ma curiosité et justement la connaissance accumulée par le biais de la documentation. Est-ce que vous me permettez de poser une dernière hypothèse, et vous m'avez tendu une perche pour cela, qui serait que votre œuvre est en grande partie littéraire et plus précisément poétique. Je reconnais chez vous deux formes littéraires structurelles particulières. La première, c'est le mot valise qu'on connaît dans l'œuvre de James Joyce en particulier, mais il n'est pas le seul à l'utiliser. Il y a Mélancovide, mais en fait, on ne cesse de trouver des mots valises dans le titre de vos œuvres, et on pourrait considérer que le mot valise est un écho de vos constructions hybrides, photographiques et, n'est-ce pas, culturelles. Oui, et souvent dans mes créations, je lis beaucoup le texte et l'image. Et je trouve, alors vous qui êtes dans la comparaison entre différentes pratiques et médiums, je pense qu'on a vraiment quelque chose qui achoppe là, c'est que je trouve intéressant justement d'avoir différents axes pour regarder les choses. Et c'est comme joindre le geste à la parole. Moi, j'aime bien lier l'image et le texte d'une façon un peu disruptive aussi. C'est la façon dont on croit qu'on est emmené quelque part et puis, par exemple, le texte dit autre chose. Et du coup, ça nous emmène à une autre compréhension de la situation. Excusez-moi, je voulais dire que j'ai fait l'expérience de ne lire que les titres de vos tableaux. Eh bien, c'est déjà hilarant et réconfortant. Ça fonctionne même tout seul. Ça fonctionne bien mieux, bien sûr, dans l'hybridité, mais ça fonctionne. Et tout de même, vous avez placé cela dans ce que vous appelez un journal. Tout à fait. On est donc bien dans une démarche d'écriture, n'est-ce pas, et d'écriture en partie autobiographique, en partie autofictive, et nous revoilà devant le masque de tout à l'heure. Et je trouve également qu'il y a dans votre manière d'écrire donc quelque chose qui rappelle la manière dont Freud analyse les rêves. Dans le fond, il dit les rêves sont construits par des mots qui sont choisis par le rêveur en fonction de leur plasticité. Pour le dire de manière moins pédante, ce sont des mots rébus. Mais vraiment, j'ai l'impression que vous jouez avec la plasticité des mots et qu'il y a une dimension ludique à votre œuvre, comme si votre œuvre était un rébus à déchiffrer. Et on est renvoyé à la question, à l'énigme tragique. Est-ce que ça résonne en vous ou
Vous me donnez des clés. Merci. Vous nous donnez beaucoup. Vous nous donnez beaucoup pour faire face à ce qui arrive en souriant, en apprenant et en étant à la fois rassuré et légèrement inquiété, juste assez pour que ce soit bon. En tout cas, vraiment, je vous remercie. Je pense que d'autres que moi ont des lectures à proposer ou des questions à vous poser. Ça n'est pas si souvent qu'on a... Est-ce que juste avant, je peux vous montrer un autre travail? Parce que j'ai eu plusieurs, comment dire, à part ce journal, il y a eu quelques autres développements. Il y en a un que j'aimerais pouvoir présenter parce que je trouve qu'il je vais le faire rapidement. Hein. Non, mais je non, pense mais que... Pardon? Sabine, tu as tout le temps. On va juste. D'accord. Je vois qu'il y a Juliette, pas Juliette, Elisabeth qui a levé la main. Elisabeth, allez-y. Hein. Elisabeth est professeure d'histoire, Sabine. D'accord. Oui, bonjour. Je trouve votre œuvre magnifique et je précise que de mes spécialités est la santé et les maladies. Et donc, dans tous les tableaux que j'ai eus sous les yeux, enfin, oui, je dis comme Juliette vos tableaux, est-ce que vous avez eu conscience que tous ces personnages et les peintres qui les ont exécutés ont connu des épidémies avec le confinement et ont connu beaucoup d'épidémies, puisqu'en moyenne, ils en avaient... jusqu'en, mettons, milieu 17e, ils avaient une épidémie de peste tous les 10 à 15 ans, et sans compter toutes les autres, la variole, etc. Et que ce faisant, vous établissiez un lien entre eux et nous, qui n'avions pas connu. Oui, c'est très juste. Voilà, nous n'avions pas connu, et ils avaient connu le confinement, alors le port du masque, pas toujours, mais en tout cas, le confinement, la quarantaine, etc. Et donc, vous établissez une sorte de pont entre ce passé qui est lointain et notre époque. Mais curieusement, je pense qu'il y a quand même une forme d'atavisme. On n'a pas expérimenté ça, nous, physiquement, dans notre génération et dans notre siècle. On peut considérer ça, mais c'est inscrit en nous. Enfin, moi, je pense qu'on porte tout ça. On porte cette mémoire collective d'un passé où, justement, il y a eu toujours des menaces sanitaires, des épidémies, des difficultés, des périodes de renfermement, etc. Je pense que on en a l'expérience intime. Moi, je me nuancerais un peu en ce sens que, premièrement, vous avez évoqué la grippe espagnole, mais elle a été un peu étouffée par la Première Guerre mondiale, oui, ça c'est sûr. C'est vrai. Et justement, peut-être le choc aussi fort qu'il y a eu dans les populations, en tout cas occidentales, c'était qu'on avait quasiment oublié ce que c'était. Voilà. On avait oublié ce qu'était une épidémie extrêmement contagieuse et ce que pouvaient être des mesures de containment, enfin de renfermement. En tout cas, c'est magnifique ce que vous avez fait. Pour moi, c'est une chaîne à travers le temps. Voilà. C'est joliment dit. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre juste au moins pour rebondir sur l'expérience intime et l'enfermement, je suis assez d'accord sur le fait que l'humain possède cette structure mentale liée au confinement, liée au ghetto, liée à la guerre, liée, enfin, on peut reprendre Elisabeth, la guerre de 100 ans. Ce n'est pas une épidémie, mais c'est comme une épidémie. Les ghettos et historiquement les ghettos... Excuse-moi Yves, la guerre de 100 ans, c'est plutôt une maladie chronique qu'une épidémie. Elle ne s'est pas déroulée, contrairement à ce qu'on pense, on s'entend, oui, entre le départ et la conclusion des traités, mais il y a eu de longues périodes durant la guerre de 100 ans, il n'y avait aucune opération militaire. Donc pour moi, c'est une maladie chronique. C'est la même maladie chronique qui faisait que nos petits nobles en province passaient leur temps à se mettre sur la gueule et à faire en sorte que les villages voisins soient détruits. Je suis bien d'accord. Mais cette maladie chronique des guerres, malheureusement, dont on voit encore aujourd'hui les répercussions en Ukraine, c'est quelque chose qui, effectivement, a amené les populations à se confiner et à rester en mode d'hyperprotection tout le temps. Donc, ça, plus les pandémies, plus divers événements, je suis assez d'accord avec Sabine pour vous croire
que l'humain possède ça à l'intérieur, comme une protection individuelle, comme quelque chose qui fait que il a darwiniennement évolué en étant résistant à ça, parce que sinon, il n'aurait pas tenu le coup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans la salle, par exemple. Et sur le net, nous avons des zoomers ayant des questions. Oui, Valéria. Valéria, vous avez une question? Non, pardon, j'ai seulement eu un problème avec mon ordi et j'ai dû me déconnecter pendant quelques minutes, pardon. Ok. Donc, Sabine, tu voulais nous présenter autre chose, vas-y. Oui. Bon, quand j'ai fini mon journal de confinement, j'ai pensé quand même aussi à d'autres choses, donc notamment la nécessité de changer profondément la façon dont notre société fonctionne vis-à-vis justement de la mondialisation, du commerce, des échanges, etc. Et parce que ça a montré aussi les limites dans la mesure où tous les pays émergents se sont retrouvés très, très fragilisés, à la limite de la rupture, aussi pour l'alimentation, etc. Donc, nous, quelque part, on a été assez protégés, il faut le reconnaître, mais les pays émergents ont beaucoup plus souffert que nous aussi avec les répercussions économiques, etc., parce qu'ils ont moins de moyens à leur disposition. Et je trouvais que c'était, enfin pour moi, ça m'a paru important de réfléchir aussi à la façon dont il fallait peut-être remettre ce modèle en question, c'est-à-dire le modèle de la mondialisation, des échanges, du commerce, de notre économie, etc. Et donc là, j'ai fait un sujet qui s'appelle New Economy, où j'ai utilisé des pièces de monnaie toujours trouvées sur Internet, hein, bien sûr, en provenance de plein de pays différents, donc que ce soit aussi bien des pays émergents que des pays développés, avec des effigies ça peut être aussi bien Mercure, par exemple, qui est le dieu du commerce, donc l'effigie d'une personne mythique, une personne aussi justement historique, comme Elche, et puis des personnes vivantes actuellement, etc. Donc, je trouvais que c'était intéressant justement de parler de ça, mais vu en déplaçant un petit peu les points de vue de tous côtés, aussi bien en prenant pour modèle des gens qui ont des credos économiques différents. Donc, je me suis intéressée à des pays aussi bien capitalistes que communistes, ou donc en tout cas avec un regard différent sur les modèles économiques. Je trouvais que c'était pour moi toujours une question d'universalité, et en fait, bien sûr, je ne suis pas économiste, mais ce travail, pour moi, correspond à un questionnement sur la nécessité de changer les modèles. Alors, il se trouve que cette série a trouvé un écho parce que je l'ai présentée pendant le confinement en Suisse. Donc, elle a eu un intérêt de la part de gens qui sont comment dire, très concernés par toutes les questions économiques. Et je vais présenter aussi ce travail à l'automne comment ça s'appelle, chez Citéco, la cité de l'économie à Paris. Ça appartient à la Banque de France, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, encore une fois, créer des ponts entre l'art et là, pour le coup, l'économie. Donc, c'est un éminent personnage
vraiment économiste qui va faire l'introduction écrite pour ce travail. Et voilà, je trouve intéressant parce que l'art peut infiltrer finalement toutes sortes de médiums pour poser des questions et essayer de faire bouger les lignes. À propos d'économie, qu'en est-il des droits d'auteur de votre point de vue à vous d'utilisatrice et créatrice en cette situation de Covid, de confinement, mais de diffusion large? Le droit d'auteur, c'est tellement compliqué. Il est respecté en France. Vous allez en Suisse, c'est à peine respecté. Enfin, attention, droit Mais est-ce que d'auteur. vos œuvres sont données à l'utilisation? Comment est-ce que ça fonctionne? De toute façon, à partir du moment où je les divulgue sur les réseaux sociaux, je suis hébergée par des plateformes. Donc, ce sont quand même les plateformes qui ont, je dirais, un peu la mainmise en tant qu'hébergeur. Donc déjà, tout ça peut donner lieu à interprétation. Après, aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, on sait que tout ça est complètement sauvage. Il y a des gens qui prennent mes images et les republient sans même les créditer. Bon, on ne va pas se fâcher, quoi. Quelque part, on donne aussi ça en partage à tout le monde. Tout ce que je fais là, comme ça, c'est plus un carnet de notes virtuel, c'est un cahier d'idées. Donc, les idées, c'est fait pour être partagé, c'est pas fait pour être gardé par devers soi, jalousement. Enfin, ça sert à rien. Moi, ce que je demande à la vie, c'est de pouvoir quand même me nourrir et payer mes factures. Après ça, l'idée de l'art, c'est de le donner en partage. Alexandre? Alexandre? Oui, bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, Oui. très bien. Parce que du coup, je suis à distance. Oui, merci beaucoup. Tout d'abord, je tenais à vous remercier, Sabine. Je suis vraiment fasciné parce que vous nous avez présenté. J'avais un commentaire et éventuellement une question à vous poser. Tout d'abord, alors vous l'avez évoqué rapidement. Oui. Alexandre, présentez-vous. Oui, bien sûr, excusez-moi. Alexandre Descamps, donc je suis étudiant en thèse, donc comme la majorité des personnes présentes aujourd'hui, en troisième année, donc en santé publique, à l'école Pierre-Louis de santé publique. Et donc j'ai un parcours médical, je suis médecin de santé publique et je travaille en particulier donc, sur la vaccination et l'épidémiologie des maladies infectieuses en milieu hospitalier. Donc thématique assez éloignée on va dire de ce qui peut nous être présenté dans durant ce séminaire. Non, j'avais plus une question par rapport donc un commentaire. Vous l'avez évoqué donc par rapport au détournement des images sur Internet. Alors évidemment les crédits aux auteurs. Évidemment, certaines images m'ont rappelé certains détournements qui avaient été faits par des internautes qui peuvent être très drôles, en tout cas en période de pandémie, notamment, je ne sais plus si vous l'avez vu, des mèmes qui rapportaient des images de Saint-Georges qui Oui. testait le dragon avec sa perche, avec sa lance. Oui, oui. Voilà. Ah, ça, j'en ai fait aussi des Saint-Georges. C'est pour la petite anecdote. Non, j'avais une question plutôt en termes de productivité. C'est absolument fascinant ce que vous avez fait. Est-ce que vous êtes trouvé plus productive, justement, donc à la fois en termes de, vous l'avez peut-être évoqué, par rapport au côté anxiogène de la situation, par rapport aussi aux besoins de catharsis ou le côté exutoire du fait de se mettre corps et âme dans son travail durant cette période, on va dire, d'instabilité énorme, on ne pouvait pas se projeter. Est-ce que, avec le recul, vous vous êtes trouvé plus productive que par rapport à vos autres, on va dire, productions et œuvres habituelles? Et est-ce que maintenant, on va dire, à 2 ans du premier confinement, vous portez un autre regard sur, on va dire, les thématiques que vous avez soulevées, on va dire, sur le coup, qui sortaient spontanément? Est-ce que est-ce que votre regard a évolué et est-ce que vous souhaitez éventuellement, peut-être dans d'autres collections, compléter avec d'autres dimensions ou du moins voilà, apporter d'autres problématiques que la crise, du moins que la crise du Covid a accentué et a mis en lumière, étant donné que maintenant cette crise est vraiment systémique et laissera des traces profondes dans notre société. Voilà, est-ce que ces autres dimensions vous interpellent également, notamment peut-être, si je peux me permettre de donner une piste, le côté, on va dire, le nihilisme qu'on peut observer concernant donc le traitement de la pandémie
par les autorités publiques. Enfin, en tout cas, ça, c'est un avis plus personnel. En tout cas, une chose est sûre, c'est que cette pandémie a changé ma façon de travailler. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, dans la mesure où avant, je pouvais pinailler sur des images pendant 2 mois, 6 mois. Il y a certaines images qui m'ont pris 6 mois de temps. Donc, c'est vrai que produire 2 images par an, on a peut-être l'impression qu'il n'y a pas de travail. Enfin, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais peu importe. Ce que j'ai changé, en tout cas, c'est ma rapidité d'exécution. Donc, on pourrait penser que j'ai travaillé davantage. En vérité, pas du tout, mais j'ai travaillé différemment. Et c'était très bien parce que, comme on dit, le diable se cache dans le détail. Et j'ai toujours pensé que c'était une forme de maladie de ma part d'être obsédée de perfection. Finalement, après, le danger aussi, c'est que le message soit reçu comme un discours uniquement esthétique ou esthétisant et d'être obsédé par la beauté. Et finalement, on passe à côté de ce qu'on voudrait faire penser ou comprendre aux gens. Après, évidemment, moi, j'ai toujours laissé libre chaque personne d'interpréter mon travail comme il le souhaite. Chacun est libre de sa réception et puis le fait avec ses propres moyens, sa propre connaissance, sa propre sensibilité, etc. Mais voilà, je pense que des fulgurances, de faire rapidement des choses et plein de choses, permet de s'exprimer d'une manière finalement plus fluide et peut-être plus visible par ceux qui reçoivent le travail, puisque le propos peut être appuyé, étendu, et puis l'accumulation en fait d'images dans une recherche peut rendre plus limpide le propos et la compréhension. Donc voilà ce qui a changé pour moi, en tout cas dans ma façon de faire. Et je suis assez heureuse de ça, justement, de m'être éloignée du détail, du sens du détail, pour aller plus vers quelque chose d'essentiel, à mon sens, qui est le sens, voilà, justement. Donc, en tout cas, laisser le sens parler avant toute chose. Le Covid vous a autorisé une sorte de lâcher prise, en fait, dans laquelle, voilà, vous pouviez vous exprimer de manière profonde, intime, sans avoir à contrôler ou à régler une sorte de facture de travail. Voilà, exactement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, tout à fait, non. Vous avez complété en effet sur la façon dont vous avez, d'une certaine manière, vous êtes un peu libéré sans justement, comment, on va dire, trop vous contrôler sur certains pointillistes pour venir d'un un certain rendu que vous jugez peut-être nécessaire pour vos travaux habituels. Et non, et du coup, pour la deuxième question, excusez-moi, est-ce que vous prévoyez de compléter enfin, du moins de continuer à travailler sur des thématiques, si éventuellement quelque chose vous interpelle à distance? Oui, je pense que les artistes, on est comme des récepteurs-émetteurs. Donc, l'idée, c'est quand même de mouliner avec des thématiques liées à notre temps. Après, effectivement, chacun s'exprime à travers son médium et aussi la ligne qu'il suit. Donc, c'est vrai que si ça peut... je ne suis pas forcément un artiste qui va commenter l'actualité systématiquement. J'ai des thèmes de prédilection, mais je dirais que si quelque chose... à travers mon langage, trouve à s'exprimer. Je vais vous donner un exemple. On sort un petit peu là du Covid, mais c'est juste pour faire rapide. Ça, par exemple, c'est un travail qui s'appelle Timequakes, donc tremblement de temps. Et j'ai fait ça à partir de 2011 jusqu'en 2013. Donc, c'était un peu la genèse, justement, de la façon dont j'ai mélangé la peinture et la photographie. Et l'idée, c'était une sorte d'hommage. On est encore... dans l'hommage à la peinture et aux maîtres anciens,
Ce tremblement de temps m'a permis de faire des allers-retours entre peinture et photographie, mais c'est surtout parce que tout ça sont des ex-voto, parce que j'étais prise dans le tremblement de terre de Tokyo en mars 2011. J'étais allée là-bas 24 heures, non 48 heures, pour participer à un symposium dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme. Et puis en fait, 10 minutes avant mon temps de parole, il y a eu ce tremblement de terre où j'ai cru mourir. Et je me disais, mais c'est incroyable, je suis venue exprès au Japon pour mourir, c'est complètement fou. Et puis en fait, après, ayant ce recul, je me suis dit, non, je ne suis pas venue là pour mourir, je suis venue pour faire cette expérience. Et de cette expérience, je dois rendre compte. Et donc justement, j'ai essayé de trouver une façon d'en rendre compte, mais à travers mon propre langage, qui est onirique et je ne produis pas des images du chaos, par exemple. Je ne suis pas photographe pour Paris Match. Je trouve ça très bien, hein, mais ce n'est pas du tout une critique. Mais en tout cas, ce n'est pas mon langage plastique. Donc là, l'idée, c'était de déconstruire des peintures et un petit peu comme si une maison s'écroule à cause d'un tremblement de terre et vous êtes à Rome et il y a des constructions de toutes les époques. Si vous n'êtes pas très bien documenté, vous allez reconstruire tout ça bon an, mal an, et puis vous allez mélanger des pierres de l'ère romaine avec des pierres du 18e et puis d'autres contemporaines. Et puis, voilà, vous allez arriver à un résultat un peu hybride. Donc là, c'était vraiment l'idée de reproduire des chimères, mais qui montrent justement des tas d'époques différentes. Voilà, donc là, j'ai entre guillemets, documenter quelque chose qui est ancré dans une vraie réalité qui était le tremblement de terre. Et on peut dire que cette série fonctionne comme des ex-voto, et c'est un ex-voto qui est dédié finalement à l'ingénierie japonaise qui m'a permis de rester en vie, parce que j'étais quand même au sommet d'une tour. Si elle n'avait pas été construite selon les normes sismiques, qui est la priorité nationale au Japon, je n'aurais pas été là pour en parler, par exemple. Donc, ça m'a aussi paru intéressant de superposer ça avec la peinture qu'on considère comme humaniste, qui est la fameuse peinture vraiment de la Renaissance, qui met l'homme au cœur de l'action et au centre de son destin, au centre finalement de sa propre valeur, c'est-à-dire on a déplacé le curseur d'un langage religieux où c'est Dieu qui décide de tout et qui gouverne tout, où finalement l'homme prenait une place beaucoup plus centrale dans la domination de son destin. Et donc l'idée, effectivement, c'était de superposer cet hommage à l'homme, l'être humain et sa capacité à maîtriser l'univers, attention, hein, bien sûr, l'univers dans lequel il se trouve, c'est-à-dire maîtriser son environnement avec justement l'ingénierie japonaise. Et par exemple, les fonds qu'on peut voir là, c'était des images que j'avais photographiées à Tokyo quelques années auparavant. Et je voulais faire un exercice non représentatif, parce que je trouvais que Sabine, la photo… je vais t'arrêter un peu. Hein. Ah oui, je pars ailleurs. Oui, là-dessus. C'est pour expliquer que je peux faire des choses en lien avec l'actualité, à condition que ça rentre en adéquation avec ma démarche. Oui, d'accord. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci beaucoup. Très voilà. J'ai une dernière question pour… Donc, tu nous as parlé de mettre du lien, de faire des ponts. Tu nous as parlé d'œuvres documentaires, tu nous as parlé aussi des soucis de plateforme, tu nous as parlé de donner en partage, d'être moteur et créatrice d'idées. Je suis mathématicien, donc personnellement, créateur d'idées, ça me parle. Le fait que les mathématiques appartiennent au monde et n'appartiennent pas à une personne, ne peuvent pas être brevetées. C'est quelque chose qui est admis en Europe, mais qui n'est pas admis partout dans le monde, vu qu'aux États-Unis, on peut encore breveter des idées de mathématiques.
Et donc, ma question va être assez directe. Typiquement, donc, le Covid-19 Museum veut faire du lien entre la création et le bouleversement de la période. Et est-ce que tu serais, toi, intéressé à faire entrer ta collection au sein du Covid-19 Museum à travers une structure qui te permette d'être consulté, de partager et surtout d'être pérennisé dans le temps, c'est-à-dire d'avoir une protection résiliente de tes œuvres, par exemple. Est-ce que tu as déjà pensé à ça et quelle est ta position vis-à-vis de ça? Je pense que, entre guillemets, entrer au musée, pour tout artiste, c'est quelque chose de signifiant. Après, que ce soit un musée virtuel ou un musée physique, pour moi, ça ne fait pas vraiment une différence. Je trouve que le fait de pouvoir sanctuariser des œuvres, en soi, c'est intéressant. Bon, je te remercie. On va faire une pause courte parce qu'on est déjà en retard. Sabine, c'est pas de ta faute, non. Y a-t-il des questions quand même sur le net ou dans la salle? Bon, il est 5 à ma montre, je vous propose de se retrouver à 15, c'est-à-dire qu'on fait 10 minutes de pause et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, hop. Ça, comme ça, voilà. Je vais couper le son comme ça.